Pour ce deuxième entretien, je reçois Marie-Paule Kieny. Bonjour Marie-Paule Kieny. Bonjour, un plaisir d'être avec vous. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes donc vaccinologue et experte en santé publique. Vous avez été sous-directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé. Vous êtes actuellement directrice de recherche à l'INSERM et présidente du comité scientifique sur les vaccins anti-Covid-19. Donc, première question, Alain Fischer l'a évoqué rapidement tout à l'heure, le développement des vaccins contre la Covid-19 a été extrêmement rapide. Comment cela a-t-il été rendu possible ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Alors, évidemment, un exploit de telle sorte est toujours multifactoriel, mais j'aimerais en citer quelques-uns. D'une part, quand il a fallu développer un vaccin, on savait déjà quelle était la cible, c'est-à-dire la cible, ce qu'on devait mettre dans le vaccin pour arriver à induire une réponse immunitaire qui protège contre l'infection. Alors, cette cible a été connue grâce au séquençage du virus SARS-CoV-2 qui a été réalisé très rapidement. Donc, dès janvier 2020, on savait que cette cible était la protéine dite spike ou spicule. C'est la protéine qui fait l'enveloppe du virus SARS-CoV-2. Et donc, on connaissait la cible. Le deuxième facteur, c'est qu'il y avait eu un développement technologique dans le domaine des vaccins et des vaccins pour des maladies émergentes, des maladies à crise, si je peux dire, à la suite de la crise d'Ebola en 2014, de 2014 à 2016. Et si vous vous souvenez, c'était une crise humanitaire avec cet Ebola qui ravageait l'Afrique de l'Ouest. Et donc, beaucoup de groupes et de chercheurs se sont lancés dans des développements technologiques pour essayer d'avancer les vaccins contre Ebola. Et ces développements technologiques ont été mis à profit pour le développement de vaccins contre le SARS-CoV-2. Il y a aussi eu, et notamment financé par un partenariat public-privé qui s'appelle le CEPI, un travail pour avancer des vaccins contre le SARS-CoV-1, donc celui qui avait fait le tour du monde en quelques années avant, et aussi contre le MERS, qui est un autre coronavirus qui infecte l'homme à travers une contamination par des dromadaires. Ça, c'était le deuxième facteur. Le troisième, c'est qu'il y a eu une mobilisation globale de nombreux laboratoires publics, privés, des partenariats, et tout le monde s'est mis à travailler sur ces vaccins. Le quatrième facteur, c'est qu'il y a eu des financements gigantesques, surtout venus des États-Unis, qui ont permis d'avancer, de faire des investissements à risque et de commencer la production de vaccins dont on ne savait même pas encore s'ils étaient efficaces. Et enfin, il y a aussi eu des efforts faits dans les procédures d'enregistrement réglementaire, puisque des procédures d'enregistrement d'urgence ont permis que ces vaccins soient rendus disponibles dès qu'il y avait suffisamment de connaissances sur leur efficacité et leur sécurité. Ouais, donc on le voit, on était dans une situation très particulière qui était sans précédent. On n'a jamais eu une telle conjonction de facteurs pour le développement d'aucun autre vaccin. Et comment, dans ces conditions, a-t-on pu garantir que la sécurité n'était pas compromise? Parce que malgré tout, il y a certaines étapes qu'on ne peut pas forcément accélérer. Je pense aux essais cliniques. Donc comment est-ce qu'on a fait pour que ces étapes-là soient respectées dans des délais si courts? Alors, toutes les étapes de développement ont été faites, mais à la place d'être faites de façon séquentielle, elles ont été faites en parallèle. Alors, je cite ces étapes. D'abord, le développement d'un prototype, les études précliniques chez l'animal pour monter l'efficacité, la tolérance aussi. Les essais cliniques de phase 1, 2, 3 ont été enchaînés dès que les tout premiers résultats étaient connus, qui disaient qu'effectivement il n'y avait pas de problème de sécurité et qu'on savait que ce qu'on avait l'air d'être prometteur. Il y a eu aussi, au moment même, comme je disais tout à l'heure, des investissements dans la production à grande échelle. Et donc, tout y est. Et maintenant, la pharmacovigilance nous permet de détecter des événements même très rares, c'est-à-dire à quelques cas par million de vaccinés, comme on a pu voir récemment avec la détection d'un événement très rare de thrombose. Donc, c'est cette compression du développement, mais sans abandonner aucune de ces étapes qui a permis cette accélération absolument fantastique. D'accord. Et justement, en parlant de développement, à l'heure actuelle, donc fin mars, début avril, on a encore plus de 200 vaccins qui sont en stade de développement préclinique ou clinique. Pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de vaccins en développement? Qu'est-ce qu'on en attend? Pourquoi c'est important d'avoir encore autant de vaccins alors qu'on en a déjà plusieurs qui sont utilisés en campagne de vaccination?
Alors vous avez raison, de nombreux acteurs publics, privés, académiques, des grands groupes, des partenariats publics-privés et dans les pays à tout niveau de revenu font partie des développeurs. Il y a des développeurs évidemment aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Thaïlande et dans d'autres pays en développement. C'est nécessaire parce que en fait tous les pays ont besoin de vacciner une grande partie de leur population, voire toute leur population, si la stratégie devient d'interrompre la circulation du virus, comme l'a dit Alain Fischer. Évidemment, l'éradication n'est pas possible, mais on voudra essayer d'atteindre une immunité de groupe qui va permettre au virus de ne plus pouvoir circuler. Et pour ça, les vaccins et de nombreux vaccins continuent à être disponibles. Alors bien sûr, tous ces vaccins, tous ceux qui sont développés et qui auront une efficacité, ont une place dans cette première phase de développement et de lancement. Mais à la fin, évidemment, les vaccins qui ont des avantages par rapport aux autres sont ceux qui resteront. Alors, ceux qui resteront parce qu'ils ont une efficacité supérieure, ou alors qu'ils protègent pas seulement contre la maladie, mais aussi contre la transmission du virus, qu'ils ont des effets secondaires minimaux, qu'on peut les utiliser avec une seule administration plutôt que deux, éventuellement qu'ils puissent être utilisés par voie orale, que les conditions de conservation puissent se faire à température ambiante. Il y a aussi les questions de coûts de production. Donc, dans cette phase actuelle, tous les vaccins sont les bienvenus et bien sûr, plus tard, les meilleurs sont ceux qu'on va garder. D'accord. Et petite question par rapport à la campagne de vaccination, justement, est-ce qu'on commence déjà à en voir les effets dans notre pays? Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'elle est lancée, il y a eu une accélération de cette campagne. Est-ce que on peut déjà commencer à percevoir une amélioration, un freinage, ou est-ce qu'il est encore trop tôt? Alors, on voit bien sûr, pour le moment, on voit bien qu'en France, on est dans le début d'une troisième vague, mais on voit déjà clairement, effectivement, les effets de la campagne de vaccination dans notre pays. On le voit surtout parce qu'on voit que la courbe des hospitalisations chez les personnes très âgées, de plus de 90 ans ou de 90 ans, baisse, alors que c'était eux qui étaient hospitalisés le plus proportionnellement. Alors qu'on voit que la courbe d'hospitalisation des personnes de 65 ans et de moins augmente. Et on a là un premier indicateur de l'efficacité du vaccin. Évidemment, parce que tout le monde n'est pas encore vacciné, ce sont surtout les personnes les plus vulnérables, les plus âgées qui le sont, et on voit effectivement que la vaccination les protège. Donc ça nous indique bien que quand on aura pu vacciner davantage, quand on aura pu descendre et vacciner tous les adultes, on arrivera je l'espère, à une situation où on aura un nombre très limité d'hospitalisations et un nombre encore plus limité de cas graves et de mortalité. Alors, les vaccins peuvent nous aider à sortir de la pandémie, bien sûr, mais il faut qu'on accélère les campagnes de vaccination en France, en Europe et dans tous les pays du monde. Il faudra évidemment, si on veut avoir une vaccination qui empêche le virus de circuler, comme l'a déjà dit Alain Fischer, il faudra vraisemblablement étendre la vaccination aux adolescents et puis aux enfants, si on veut limiter la circulation du virus et la survenue de variants qui pourraient remettre en cause l'efficacité de la stratégie. Et c'est d'ailleurs un point important. Là, on parlait de la stratégie française et de la situation française, mais on est tous impliqués au niveau international dans cette situation, et on voit bien que la solution, il n'y en aura pas d'un pays en particulier. Il faut que tous les pays réussissent à vacciner suffisamment leur population pour qu'on puisse espérer sortir de cette crise un jour. Absolument, et là on a un défi de taille qui est le défi d'arriver à restaurer une équité entre les différents pays. On voit bien que certains pays ont déjà vacciné presque toute leur population. Parlons d'Israël. Alors Israël, c'est un cas un peu particulier parce que c'est un projet de recherche, quasiment, de voir quel était l'effet d'une vaccination de toute la population, et c'est pour ça que Pfizer-BioNTech a accepté de leur vendre autant de vaccins pour justement faire cette expérience qui démontre l'intérêt de la vaccination. Les États-Unis, parce qu'ils ont acheté beaucoup de vaccins, parce qu'ils ont tellement investi d'argent. Mais à côté de cela, on a aussi l'Europe, qui a une vaccination, une couverture qui commence à devenir significative, mais encore pas suffisamment. Et on a des pays qui ont à peine
commencer leur campagne de vaccination parce qu'ils n'ont pas pu s'en procurer, parce qu'il n'y en a pas assez, parce que c'est une denrée rare actuellement. Et il va falloir aider ces pays à eux aussi pouvoir vacciner leurs personnes vulnérables, puis après, sans doute, arriver aussi à vacciner leur population au même niveau que les Européens, les Américains, pour qu'ensemble, on arrive à diminuer la transmission des virus. Oui, la solidarité est vraiment le maître mot dans cette crise si on veut espérer en sortir un jour. Merci beaucoup Marie-Paule Kenny, c'était très intéressant. Merci à vous. Merci pour vos éclairages. Au revoir.